Ma première Learning Expedition, j'ai envoyé 100 messages pour avoir 10 go, tu vois. Donc c'est-à-dire que j'ai pris 90 portes. In Progress aujourd'hui, c'est 6 documentaires, c'est 2 BD, il y a un comedy club, je fais 80 conférences par an avec. Et puis c'est surtout, au-delà de tout ça, en fait, les explorations. C'est tous les pionniers que je vais rencontrer. Je pense que j'ai dû en rencontrer peut-être 350, 400. En fait, chaque année, je continue, je m'arrête jamais d'explorer. Moi, j'ai un peu identifié que un de mes leviers de motivation, c'était cette position d'outsider, où tu repars de zéro et il y a tout à faire. Et quand j'ai fait mon deuxième documentaire, je me dis, c'est bon, je sais faire les documentaires maintenant. Donc, what's next? C'est quoi la première action que tu fais avec ton documentaire? Je corrigerai un truc, je dirais que c'est pas simple, mais ce qui donne l'impression de simplicité, et c'est que je m'amuse vraiment. T'aimerais aller sur Netflix ou sur Canal? J'adorerais Netflix, Canal. Qu'est-ce que vous attendez? Les documentaires sont prêts, c'est maintenant. Bien informé. Informer, c'est facile. Bien informé, beaucoup moins. Je suis Clara Pelletier, réalisatrice de documentaires. Et pour vous, j'interroge des experts de l'information, de la création et du documentaire pour vous donner les astuces, les méthodes et les outils à appliquer à vos propres projets. Parce que je pense qu'il est urgent qu'on soit plus nombreux à raconter le réel. Bienvenue dans Bien informé, le podcast des nouveaux créateurs de l'info. Aujourd'hui, je suis super contente d'accueillir Samuel Durand au micro de Bien informé. Je suis super contente parce que ça fait longtemps que je voulais faire cet épisode et je suis sûre que vous allez aussi l'adorer. Samuel, c'est un peu un alien dans le monde du documentaire. Là où beaucoup de personnes galèrent à faire financer leurs documentaires, Samuel, il en sort un chaque année. Et comme si ça suffisait pas, il anime plusieurs conférences dans l'année. Il crée des BD et il organise un comedy club. En résumé, il a réussi à créer tout un écosystème autour du sujet qu'il anime, le futur du travail. Alors ensemble, on va essayer de comprendre comment il a créé cet écosystème, quelle est sa méthode de production documentaire et quels sont les moyens de financement. Parce que vous allez voir, Samuel, il ne fait pas appel ni au CNT ni aux aides de région. Il a une méthode bien alliée qui nous permet d'aller plus vite. Je vous en dis pas plus et je vous laisse écouter l'épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si l'épisode vous a plu. Belle écoute! Bonjour Samuel! Salut Clara. Très content de t'avoir avec moi. Est-ce que tu peux te présenter? Eh ben, écoute, ouais, donc moi, ça fait 7 ans que j'explore ce sujet des transformations du travail. J'ai démarré quand j'étais étudiant en école de management en faisant une Learning Expedition. Je suis parti à la rencontre de boîtes qui étaient pionnières dans le management, dans l'organisation, dans les outils. J'ai fait comme ça une centaine de rencontres de pionniers et j'ai d'abord écrit un rapport d'études qui racontait tout ce que j'avais appris. Et en l'écrivant, je me suis dit deux choses. D'abord que c'est un sujet qui me plaisait beaucoup, ce sujet des transformations du travail, parce que tu tires un fil et t'en trouves d'autres à tirer et c'est infini et c'est trop intéressant. Et en même temps que c'était clairement pas le bon format parce que personne n'a envie de lire 250 pages de PDF. Et donc, j'ai commencé à me mettre en quête de formats beaucoup plus ludiques comme, du coup, des documentaires, des BD, des expos photos, d'autres choses. Et je pensais pas en faire une saga du tout. Je pensais en faire un max. Et ensuite, en fait, j'ai trop aimé cet exercice. Et donc, on est parti à en faire un par an depuis 6 ans avec la même équipe. C'est incroyable. T'es directement parti sur le documentaire et les BD, les conférences, c'est venu après. Donc, t'avais déjà dans ta tête un peu cet écosystème assez large. J'avais rien de tout ça en tête. Moi, j'aime pas trop fonctionner avec des plans, tu vois. Je me projette pas du tout. Je vis un peu au gré des rencontres, au gré des envies et un peu au jour le jour. Même si l'agenda me contraint un peu maintenant à ne plus trop faire. Non, clairement, les BD, c'est venu après. En fait, moi, j'ai un peu identifié que un de mes leviers de motivation, c'était cette position d'outsider où tu repars de zéro et il y a tout à faire. Et quand j'ai fait mon deuxième documentaire, je me dis, c'est bon, je sais faire les documentaires maintenant. Donc, what's next? Et c'est là où j'ai sorti d'après un BD, puis d'après, tu vois, l'expo photo, puis d'après le comedy club. J'aime bien à chaque fois rajouter des petites briques, tout en conservant les précédentes. Et ça fait des bonnes journées comme ça. Ah oui, ça va faire de sacrées journées. Et même, tu vois, c'est trop intéressant ce que tu dis sur la BD, que ça vient après. Moi, je suis hyper curieuse. Je trouve que souvent, on s'enferme dans un format. Bon, voilà, le documentaire, ça a marché, mais il faut refaire la même chose. Comment t'arrives à ouvrir et trouver les fonds pour faire ça? Et justement, quand tu connais rien, enfin là, tu vois, tu me demandes de construire une BD. Je me dis, oula, je vais où? Je vais vers qui? Bah ouais, bah tu vois, typiquement la BD, pareil, c'est un hasard des rencontres. C'est que il y a donc je sors mon deuxième documentaire ou mon premier, je sais plus. Ouais. Il y a une maison d'édition qui m'approche et qui me propose d'écrire un livre. Moi, j'ai des potes qui ont écrit des bouquins. Et je tombe en mode,
Non, ça prend beaucoup trop de temps, c'est trop solitaire, j'ai trop la flemme, tu vois. Par contre, je fais une BD et j'ai jamais fait de BD. Je suis pas du tout un grand lecteur de BD, hein. J'ai lu 2-3 Astérix quand j'étais petit, si tu veux. Je suis pas un grand fan de BD, mais j'aime bien le format. Et en fait, je me disais, les documentaires qu'on fait, ils sont surtout quand même à destination plutôt d'un public adulte qui a travaillé en entreprise. La BD, ça peut aussi se lire en tant qu'adulte, évidemment, mais elle est pensée, en tout cas, pour avoir des conversations avec des plus jeunes qui, dès 12-13 ans, vont se poser des questions sur le travail. Mais c'est dur, en tant que parent ou en tant qu'adulte, de nouer des conversations sur le travail. Parfois, on sait pas trop comment l'aborder avec des ados. Et la BD, c'est devenu une solution. Donc, tu vois, c'est une rencontre avec un gars qui était éditeur chez Erol à l'époque, Florian, très sympa, et une fille qui était une pote d'un pote, qui rêvait depuis toujours d'être dessinatrice de BD, qui était illustratrice super douée, tu vois, je vois ce qu'elle faisait sur Insta, elle dit, ouais, c'est stylé, ces dessins. Et pareil, tu vois, rencontre, du coup, on a bossé ensemble sur un premier tome, ça a bien marché, on en a fait un deuxième, et on s'est régalé. Et hasard des rencontres et des envies à ce moment-là. Et tu vois, j'ai plus envie de refaire une BD, et j'ai pas l'ambition un jour de refaire des BD, mais peut-être que d'autres rencontres m'y mèneront, je sais pas. Mais pas un grand plan, en tout cas, derrière tout ça. Toujours la nouveauté. Ouais. T'as créé une marque qui s'appelle WIP, Work in Progress. Work in Progress. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous donner quelques chiffres? Là, tu as déjà dit tous les formats, mais Ouais. un peu l'ampleur du projet. Bah, en fait, ça grandit un peu chaque année. Work in Progress, aujourd'hui, c'est 6 documentaires, c'est 2 BD, il y a un comedy club où on va faire à peu près 2000 billets par an, tu vois, de gens qui viennent regarder, c'est un comedy club éphémère. Je fais 80 conférences par an avec. Et puis, c'est surtout, au-delà de tout ça, en fait, la matière première de WIP, c'est les explorations. C'est tous les pionniers que je vais rencontrer. Et je pense que j'ai dû en rencontrer peut-être 350, 400 en 7 ans. Tu vois, il y avait les 100 premiers que j'ai fait quand j'ai fait ma Learning Expedition au début. En fait, chaque année, je continue, je m'arrête jamais d'explorer. Avec chaque année, du coup, on y en aura peut-être, mais sur les documentaires, une thématique différente, toujours au sein de ce grand chapeau qui est le futur du travail, mais à l'intérieur, un angle à chaque fois qui est pas le même. Comment tu choisis cet angle? L'angle, il faut que ce soit un angle qui, moi, m'intéresse à titre personnel, déjà. Parce que si tu bosses dessus pendant un an et tu ne parles que de ça, il faut que tu kiffes un peu, sinon, je pense que tu fais ta bien. Et au-delà de ça, il faut que ce soit un angle qui intéresse des entreprises, parce que c'est elles qui vont regarder à la fin, et 2, c'est elles qui vont financer. Donc ça, c'est important. Et en fait, la façon dont ça se fait, généralement, c'est que quand je sors un film, j'ai plein de projections. Bah, tu vois, hier, on faisait la projet à Bordeaux. Ouais. Et en fait, à la fin des projections, j'ai tout un temps de débat. Et dans ces moments-là, il y a toujours plein de, je sais pas, de questions, de sujets qui reviennent. Et quand je vois que dans toutes les salles, à la fin, on me parle un peu des mêmes trucs, je me dis peut-être un truc à creuser. Et si moi, ça me plaît, je parle là-dessus. Et c'est ce qui s'est passé pour les 5 derniers. Ouais, à chaque fois, ça t'apporte la matière, en fait, de la suite. Ouais. Moi, j'aimerais bien que cet épisode serve à quelqu'un qui veut potentiellement faire comme toi plus tard, donc qui a un sujet et qui se dit, bah, c'est génial de l'ouvrir. Notamment, moi, ça m'intéresse aussi à titre perso, on en parlait. Donc, j'aimerais bien qu'on parle de comment, une fois que tu as défini ton sujet, c'est quoi la première action que tu fais pour créer ton documentaire? En fait, il y a 2 actions que je fais en parallèle. Il y a d'un côté l'écriture et d'un côté le financement. Et ça se fait en parallèle. Mais on peut décortiquer l'un et l'autre. Ouais. Sur la partie écriture, la façon dont je le construis, c'est que moi j'ai fait une prépa et donc je pense que j'ai été marqué par ces années prépa où j'ai fait beaucoup de dissertes et j'aime bien réfléchir comme ça. Je commence par écrire une sorte de gros article, une sorte de dissertation. Mais vraiment, tu vois, intro, problématique, partie 1, 2, 3, sous-partie A, B, C. Et ça ressemble à ça. C'est pas un truc que je publie, c'est un truc que je garde pour moi, mais je construis comme ça, comme une sorte de grosse disserte, mon sujet. Et ensuite, je vais faire 3-4 mois de veille très intense. C'est-à-dire que je vais lire toutes les recherches académiques qui ont été faites, les gros bouquins sur le sujet, les trucs un peu niche. Je vais appeler des gens qui vont me recommander d'autres personnes. Donc, je vais vraiment faire une énorme veille pour voir tout l'état de l'art sur la thématique que j'ai définie. Et je vais prendre plein de notes. Et à la fin, ça ressemble à un gros fichier, tu vois, en ligne, où il y a genre 30 pages de mes prises de notes sur le lien d'un article, le résumé d'un bouquin, un podcast, un truc, genre ce que je retiens, ce qui est intéressant pour moi. En parallèle de ça, j'ai un fichier Excel dans lequel je note tous les noms des gens, des boîtes potentiellement intéressants qui pourraient incarner le sujet. À la fin souvent c'est à la fin de l'été, tu vois, j'ai Marseille en avril et vers juillet-août, en gros, j'ai
j'ai tout ce qu'il me faut. Et là, je commence à laisser décanter. Et je me dis, OK, qui sont les meilleures personnes qui incarnent ce que j'ai envie de raconter dans cette idée-là. Donc, partie 2, B, tu vois, concrètement, tac, et je plug, je range comme ça. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai un truc qui tient la route, des gens qui sont complémentaires, mais en même temps qui se répondent les uns aux autres, avec des overlaps dans leur champ d'expertise ou d'exemple. Et ça me permet ensuite de les appeler, de valider que c'est bien pertinent, et après d'écrire du coup des questions. Et dans l'écriture des questions, c'est là où c'est très important. Il faut des questions qui soient évidemment spécifiques à chaque personne, ce que tu vas aller chercher chez elle. Et il faut des questions qui soient, tu vois, j'aime bien me dire qu'il y a au moins la moitié des questions qui sont les mêmes d'une personne à l'autre. Ce qui te permet ensuite au montage de récupérer des trucs où tu sais que tu vas pouvoir faire des rebonds. Voilà. Ça, c'est avec du recul, hein, c'était assez instinctif quand je l'ai fait au début, sans trop réfléchir. Mais avec du recul, c'est ça qui fait que ça fonctionne, je pense. Donc ça, c'est pour la partie écriture. Ok. Et comme c'est un documentaire non scripté, bah, tu vas sur le terrain, tu filmes, tu sais pas exactement ce que tu vas récupérer. Et donc, là où l'écriture se fait vraiment, c'est au montage. Et je dirais qu'il y a à peu près 70%, 80% de ce que j'avais imaginé au départ qui se retrouve dans le résultat final. Et le reste, c'est au gré des discussions qu'on peut avoir avec les personnes qu'on interviewe, des rencontres, des idées qu'on a en cours de route, qui font qu'on va changer le truc. Et c'est aussi la beauté de ce format-là, qui s'écrit un peu au fur et à mesure, qui est pas figé. C'est ça que j'aime bien, moi, dans le documentaire. Et ça, du coup, ça prend 1 an entre l'idée et la sortie. Donc ça, c'est pour la partie écriture. Ok. Entre l'idée, ouais, ok, tu commences à avril et je ne sors en avril en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Oh, c'est chouette. Et c'est intéressant, tu vois, que tu conscientises le fait de écrire les questions. Parce qu'effectivement, le truc des questions, je me dis, c'est vrai que c'est ça qui marche quand il y a des ping-pong, quand tu veux avoir le début une phrase chez quelqu'un, la fin chez une autre personne. Et c'est intéressant d'avoir des règles, de se dire, ok, dans mon interview, j'ai 50% de questions qui se répètent. Ça, je trouve ça cool. Est-ce que tu en as d'autres assez concrètes comme ça que tu as conscientisé au fur et à mesure, tu vois? Bah en fait, je pense que dès lors que tu as ton plan en tête, et comme justement j'ai ce plan très précis en tête, je sais exactement quels vont être les trucs importants. C'est-à-dire que quand je vais sur l'interview, je me dis, je ne pars pas tant que j'ai pas au moins récupéré ça. Et je suis dans ma tête, quand j'ai la phrase que j'entends de l'interview qui me dit à peu près ce que je veux, tu vois, je me dis, ok, ça, je coche dans ma tête et next, tu vois, je vais jusqu'au prochain item que j'ai besoin de valider. Et donc, je sais que je repars pas tant que j'ai pas la matière dont j'aurais réellement besoin pour faire mon montage. Ça, je pense que c'est important. Et puis après en fait, c'est le fait d'avoir très bien quadrillé, identifié ce que tu voulais, te permet aussi d'être à l'aise, d'être dans la conversation, d'être assez fluide et de te permettre de sortir aussi de ce carcan-là. Et si tu sais pas où tu vas, en fait, ça s'appelle brouillon. Et en fait, ça se voit, tu vois. J'ai déjà fait des interviews de podcast où, à Bordeaux d'ailleurs, avec des gens qui n'avaient pas la moindre idée de ce que je faisais. Ils n'avaient pas la moindre idée de où ils voulaient aller avec le podcast, si tu veux. Mais ce que je fais, c'est pas grave, on peut se rencontrer, on peut se découvrir et ça marche aussi, tu vois. Mais si tu sais pas où tu veux aller et où tu veux emmener la personne, en fait, ça ne marche pas. Et pour moi, c'est ça, tu vois, c'est ça qui est un peu clé, c'est que il faut très bien préparer ton sujet pour pouvoir ensuite avoir l'impression de pouvoir aller où tu veux. Et on a l'impression que c'est très facile de mener une interview et effectivement, ça l'est une fois que c'est bien préparé. Mais si c'est pas préparé, c'est juste un enfer. Ouais, ça peut être très lent. Tu fais un entretien préliminaire avec les personnes que tu vas interviewer avant d'arriver avec tes caméras? Ouais, je fais un call avec elles et l'idée de ce call, c'est de valider qu'elles sont à l'aise pour parler du sujet très librement, qu'elles sont pas sous la contrainte, elles n'ont pas été obligées, tu vois, parce qu'on interviewe des salariés. Donc tu vois, il y a cet enjeu de se dire est-ce que c'est ton manager qui t'a demandé de le faire et tu le fais pour faire plaisir, par un jeu politique ou parce que tu as vraiment envie de partager ton message et tu vas avoir une parole libre. Donc j'ai des interviews et souvent le petit trick là-dessus pour savoir s'ils vont parler librement, même si dans mon documentaire je vais vouloir récolter du très positif sur la boîte, c'est de les questionner aussi sur les aspects négatifs qu'ils voient. Et tu vois, s'ils disent « Oh non, tout va bien », red flag. Alors que s'ils sont capables de te dire aussi ce qui va pas, c'est qu'ils vont avoir une parole libre généralement, ça fonctionne bien. Ouais, ça c'est bon à savoir. Donc ça c'est pour la partie écriture. Hier du coup j'ai été à ta projection qui était très chouette et t'as une histoire qui est assez forte avec un ancien employé de Michelin. Ouais. Cette personne tu l'as trouvée dans ta veille? Ouais, Jean-Michel, exactement. Jean-Michel, il m'a été présenté par une journaliste qui s'appelle Laure,
qui est très douée, que je lis beaucoup, qui est une des références pour moi, Laure. Et Dans le milieu du management? dans le milieu du management, absolument. Elle écrit pour Courrier Cadre, par exemple, et pour d'autres. Et Laure, je discute avec elle, je sais plus, pareil, tu vois, juin-juillet, un truc comme ça, et je lui dis, ok, j'ai ma liste de speakers qui est pas mal, je suis assez content, mais est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui porterait la voix du terrain, qui a vécu toutes les réalités managériales, négatives comme positives, et qui pourrait en parler librement? Je cherche pas plus loin, Jean-Michel, tac. Donc, direct, je commande son bouquin, je le lis en 2 jours, et je me dis, bah, allez, c'est bon. Tout de suite, fais-moi une intro. Et elle avait déjà interviewé, du coup, Jean-Michel. Donc, elle avait les accès, elle avait mis en relation, et puis voilà. Et moi, en fait, je me suis rendu compte que j'avais déjà entendu parler de lui un peu avant, mais j'avais pas identifié tout de suite. Et c'est comme ça que ça s'est fait, ouais. T'hésites pas à contacter des personnes, en fait. Parce que là, tu vois, je pense à la journaliste. C'est vrai que moi, j'aurais tendance à lire les choses et à me dire, bon, bah, elle a déjà fourni pas mal de matière avec ses lectures. Ouais. Toi, ce que tu fais le pas de plus, d'aller appeler ces personnes-là. Ah oui, bah oui. Et bien sûr. Bah oui. Je me pose même pas la question. C'est qu'en fait, si j'ai kiffé son article, si j'ai kiffé un truc et que tout de suite je trouve son numéro, je l'appelle ou je lui envoie un mail, mais ouais, faut enfoncer toutes les portes. Hein. Et ouais, mais ça, c'est intéressant. T'es un fonceur, c'est ça qui est chouette. C'est-à-dire que quand tu l'appelles, tu lui présentes ton projet, tu dis, voilà, je fais un documentaire sur le management. Ouais. Et j'ai kiffé ton article. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Exactement. Alors, j'ai déjà fait comme ça avec d'autres. Avec elle, je la connaissais déjà parce que on s'est déjà croisé sur des événements où je savais qu'elle avait déjà vu mes documentaires. Tu vois, on s'identifiait déjà l'un à l'autre. Mais par contre, pour d'autres personnes que je connaissais pas du tout, j'ai déjà fait ça, ouais, complètement. Et ça marche bien. Ok. Très bien. C'est noté. La partie écriture, la partie financement. Et ouais, Comment carrément. tu avances de front là-dessus? Donc en parallèle, quand je commence à avoir une idée, j'ai pas besoin d'avancer à fond sur l'écriture encore, mais il faut que j'ai un truc assez construit, une problématique et que je sache à peu près où je veux aller. Ça me permet de ensuite créer une présentation pour pouvoir aller pitcher ça à des partenaires. Les partenaires, c'est des entreprises, plutôt des grosses entreprises, qui cherchent à animer des communautés internes de RH et de managers. Parce que du coup, moi, mes films sont sur la transformation du travail. Donc, ils sont utilisés majoritairement par des boîtes. Ce qui les intéresse, ces entreprises, c'est de récupérer de la matière à la fois des événements et des contenus pour pouvoir animer des communautés internes de RH et de managers. Et donc, j'ai construit tout autour des documentaires. Donc, ceux qui financent le film n'apparaissent pas dans le film, ce n'est un conflit d'intérêt. C'est important de le préciser. Et du coup, autour du film, par contre, on a construit plein de choses. Un séminaire, tu vois, dans lequel je fais intervenir des conférenciers, des facilitateurs, des webinars. On a fait des interviews vidéo, on a fait des podcasts, on a des newsletters internes. Là où tu interviews les personnes qui financent le doc, interview vidéo, podcast. Ouais, Okay. Exactement. Alors pas forcément ceux qui financent, mais tu vois, au sein d'un groupe, par exemple, d'un grand groupe sur le management cette année, on a interviewé des managers. Tu vois, c'est pas les RH avec qui je fais partenariat en tant que tel, mais c'est des personnes qui vont amener du fond sur la thématique aussi. Et en fait, les partenaires, c'est des gens qui cherchent à se challenger, qui cherchent à améliorer leur pratique aussi. Et du coup, on a construit plein de choses autour du film qui sont sur un levier vraiment transformation. Il y a un petit peu dans cette communication où tu vois des logos sur les affiches, sur les trailers, mais je pense que c'est pas vraiment ça qu'ils viennent chercher majoritairement. C'est vraiment beaucoup plus animer des communautés internes plutôt. Et c'est génial parce qu'en fait, au-delà de m'apporter le financement, donc avec les sous, ça permet de financer la prod doc et tout ce qu'on fait autour. La location de salle pour l'avant-première, tu vois, des conférenciers payent pour le séminaire, quoi. Ça, c'est une chose. Mais surtout, c'est que toute l'année, en fait, moi, je vais avoir besoin de me confronter aussi à leur point de vue. C'est-à-dire que en septembre ou en octobre, je vais commencer un tournage. Et je vais dire, OK, bah, on rentre, on a tourné ça, c'était trop cool. Et là, on va faire un webinar, tu vois, où je vais envoyer une newsletter. Puis je vais avoir des retours. Tu vois, c'est pas un truc officiel de je vous présente et vous me dites ce que vous en pensez, mais c'est assez informel. C'est que une fois que genre balance les contenus que je commence à récupérer, eux, ils vont me faire des retours. Ah, ça nous intéresse. Ah, c'est trop intéressant, ça, tu vois. C'est-à-dire que dans mon tournage, quand ton documentaire n'est pas encore produit, t'as fait un premier interview avec Guichin, par exemple, et là, tu organises un webinaire pour dire voilà ce que j'ai appris dans cette interview. Ouais. Et j'écris une newsletter pour dire voilà ce que j'ai appris, voilà ce que je retiens, voilà ce que je trouve intéressant. Ça, j'envoie à mes partenaires. Ok. Et tu as tes partenaires, c'est une newsletter interne. Ouais, j'en ai une publique aussi, mais j'en raconte beaucoup moins dedans. Et je vais beaucoup plus dans le fond, dans le détail. C'est une matière assez brute, tu vois, que j'envoie. Et ça, en fait, du coup, ils rebondissent, ils réagissent. Ils me disent, ah bah ça nous intéresse trop, ça nous fait penser à ça, ça nous fait penser à ça.
Et du coup, moi, ça me permet aussi ensuite de mieux guider ce que j'ai envie de faire dans le film à la fin, en tenant en compte aussi des retours de ce qui va vraiment intéresser. Parce que mes partenaires, c'est un échantillon de ce que sera mon public à la sortie du film. Ah ouais, c'est super intéressant. C'est hyper malin de... Enfin, en fait, il t'aide vachement dans la construction. Ouais, mais sans que ce soit formalisé. C'est ça qui est assez cool. C'est que tu vois, il n'y a pas un temps de venez, on se pose, je vous raconte ce que j'ai fait et vous me dites ce qu'on garde, ce qu'on garde pas. Tu vois, ils voient pas le montage final, ils ont pas la moindre idée de comment on va le construire. Mais par contre, ils participent vraiment et c'est très précieux. Tu vois, n'ayant pas travaillé en entreprise, pour comprendre les tenants, les aboutissants du management, bah, il faut que je passe du temps et que je discute beaucoup avec les gens qui le vivent au quotidien pour voir les problématiques. Et tu dirais que tu as combien de retours comme ça, d'échanges dans la construction de ton doc un peu informel avec tes partenaires? C'est impossible à dire, mais en fait, c'est un peu en continu. C'est que en gros, j'ai, tu vois, les partenaires, c'est 8 boîtes. À l'intérieur de tout ça, c'est entre 2 à 4, 5 personnes un peu proactives, tu vois, en contact par boîte. Donc, tu as une communauté de entre 20 et 30 personnes un peu investies, réellement. Et en fait, j'échange avec eux quasiment toutes les semaines, entre toute la durée du partenariat, mais du coup, vraiment intensément entre septembre et décembre, quand on est en train de tourner, quoi. Trop chouette. Si on repart un petit peu plus bas, parce que là, du coup, on voit l'utilité des sponsors, des partenaires. Ouais. Comment, déjà, au tout début, tu as été chercher ces partenaires? Comment tu budgétises? Tu t'es dit, OK, mon documentaire, en fait, donc, je suis en train d'écrire, je me dis, j'ai envie de faire un documentaire sur le futur du travail. Déjà, est-ce que tu t'es fait un tableur avec tous tes pommes de dépenses? Pas du tout. Oui. Ouais, ouais, bien sûr. Et alors, tu peux jamais trop anticiper, donc tu mets des pockets pour des trucs. Ce qui est assez variable, c'est les frais de déplacement. Quand t'as du mal à anticiper, je trouve, c'est là où j'ai le plus gros écart chaque année entre ce que j'imagine et ce que ça va être. Dans les deux sens. Parfois, on a dépensé beaucoup moins, parfois beaucoup plus. Mais ouais, en fait, la première fois que j'ai fait ça, là maintenant, je commence à troder et je vois un peu mes budgets. Mais la première fois que j'ai fait ça, je me suis appuyé sur du coup, les réalisateurs de mes films, qui sont devenus des potes, tu vois, au fur et à mesure. Et eux, du coup, font de la prod vidéo. Donc, eux, ils savent combien ça coûte une journée de tournage, le matos, les coûts qu'il faut anticiper, genre les sous-titres, genre l'affiche, genre les assurances, tu vois, genre le truc auquel je pense pas du tout. Et donc, on fait un tableur, effectivement, et on se dit, voilà ce que ça va coûter. Ok, là, tu as dit plein de choses intéressantes, comme déjà, quand tu as commencé à faire ce documentaire, tu as été chercher des réalisateurs, parce que toi, tu ne filmais pas. Ouais, je suis auteur et producteur. Ok, producteur aussi. Ouais, c'est moi qui est producteur dans tous les sens, producteur et producteur exécutif. C'est-à-dire, c'est moi qui finance le film et c'est moi qui possède les droits des films et qui revend les droits des films. Et producteur exécutif, c'est moi qui organise tous les tournages. Ok, et donc tu as été chercher cette capacité à filmer au sein de la société Com, Ouais. qui est plutôt pas une société de production, mais aussi. Alors c'est une boîte de prod, mais en fait ils font de la réalisation. En gros, c'est là où le terme est chiant en fait. Une boîte de production, ils produisent pas en fait. Enfin ils produisent d'autres trucs, mais là ils produisent pas. Là ils réalisent ce film. Et donc il y a 2 réalisateurs, donc c'est Com qui réalise évidemment, mais il y en a 2 principaux. Il y a Florent qui lui est un des cofondateurs de Com. Ouais. Et puis il y a Guillaume qui lui n'est pas chez Com, qui est indépendant, qui est freelance, mais qui travaille avec Flo depuis des années. Et il fait plein de projets avec Com aussi par ailleurs. Et c'est vraiment ces 2-là avec lesquels on travaille principalement. Après, il y a d'autres personnes de chez Com qui viennent bosser sur le doc aussi, sur du montage, sur du motion, sur d'autres trucs par moment. Ok, donc toi, tu as été chercher ces personnes pour t'aider à faire le budget et ensuite aller chercher les partenaires. Ouais. Super. Dans le budget, tu notes donc évidemment les jours de tournage, les likes, les déplacements, les logements sur les déplacements. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu as d'autres listes? Si on les fait une liste rapide. Ouais, bah non, t'as la liste VHR, tous les déplacements, t'as la liste Latos, t'as la liste humain. Ça, c'est du coup pour la partie prod. Qu'est-ce que j'oublie? Après, il y a des micro-trucs, enfin, c'est important quand même, mais tu vois, quand tu vas faire les sous-titres, quand tu vas faire ton affiche, quand tu vas faire du motion, qui n'était pas prévu. Ouais. Et une petite dépense en plus comme ça. Et puis, donc ça, c'est pour le budget production. Ensuite, t'as le budget, tout ce qu'on fait autour. Je t'ai dit qu'on a les partenariats. Du coup, en fait, j'ai des gens à payer qui interviennent sur le séminaire. Je loue des salles pour l'avant-première. J'ai des traiteurs. J'ai Elliot, que tu connais, qui travaille avec moi, qui m'aide pour justement mettre en forme tous les contenus. Tu vois, c'est mon bras droit édito, donc il m'aide à écrire plein de choses. J'ai quelques outils que j'utilise. Et en fait, tout ça, ça rentre aussi dans le budget, tu vois, dans le documentaire.
Mais surtout, ce qui en fait les gros postes de dépenses, c'est la location des salles. C'est quand tu loues une salle de cinéma, c'est quand tu fais un traiteur pour 200 personnes. Ouais, carrément. Voilà. Et quand tu loues une salle de cinéma, finalement, t'es remboursé par les places. Alors, Ouais, forcément. oui, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, là, je te parlais plutôt des projections en l'avant-première. Ah oui, pour C'est ce juste une partenaire. perte. Ouais. C'est pas une perte, mais c'est juste un poste de dépense. Tu fais manger 200 personnes, tu accueilles 250, 300 personnes, c'est en première. Donc tu loues ta salle, tu loues ton traiteur. Ok. Donc toi, tu dis, ouais, la partie production, budget production et la partie budget Ouais. animation, on va dire. Ouais, c'est 2 tiers, 1 tiers, à peu près. Est-ce que tu saurais me donner des chiffres sur cette partie? Ouais, en gros, ça dépend. C'est le premier documentaire, je crois que le budget total, je me rappelle plus, mais ça devait être peut-être 80 000 ou 70 000, dont 50 ou 60 de prod, quasiment. Mhm. Et là, ça fait 2 documentaires qu'on est sur un budget assez similaire, autour de 200 000. Et le ratio est le même à chaque fois, c'est à peu près 2 tiers de production et 1 tiers de tout ce qu'on fait autour. Ok. Donc quand tu as ton budget en tête, tu dis, ok, je vais aller chercher 200 000. Tu toques à la porte de grandes entreprises. Ouais. Tu choisis des entreprises qui ont des sujets communs. Tu choisis des entreprises qui ont une certaine taille. Et potentiellement, ça peut être des assos. Enfin, est-ce que tu prends, tu vois, tous les budgets? Je veux dire, est-ce que je peux mettre 3 000, 5 000 euros Non. dans ton doc? Alors le budget est le même pour tous. D'accord. Chaque partenaire? Ouais. Il Il y a pas le ticket or, le ticket argent, le ticket bronze, je sais pas quoi. Non, chaque partenaire met la même somme. On a plutôt des grandes entreprises, mais on a quelques-unes qui sont, on en a où ils sont des dizaines de milliers, d'autres ils sont à quelques milliers, on a une petite boîte. Mais en fait, c'est des boîtes. Il faut que ce soit, il faut qu'elles puissent financer évidemment. Il faut qu'elles soient raccord avec la vision du documentaire, très important. Ouais. Et puis il faut qu'elles soient aussi en proactive, qu'elles aient envie de réellement utiliser les contenus du documentaire pour pouvoir ensuite le diffuser en interne, pour pouvoir prendre la parole ensemble sur les événements, pour pouvoir nous aider à réfléchir à tout ce sujet-là. En fait, il faut qu'elles soient sincères sur le sujet. Et en gros, tu vois, sur l'affiche, tu vois des logos. Effectivement, c'est cool, il y a des beaux logos, mais en fait, j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu des logos. Ce qui est important, c'est les gens qu'il y a derrière. Et en interne, ça veut dire que tu as des gens qui sont très en avance de phase par rapport à leur boîte, qui ont vraiment envie de transformer la boîte, de l'aider à grandir, qui sont proactifs là-dedans. Et je pense que c'est ça qui fait aussi le succès des films, c'est que, enfin, le fait que chaque année on renouvelle les partenariats avec beaucoup de partenaires qui me font confiance d'une année à l'autre, c'est parce que justement tu noues une relation humaine avec eux et c'est trop cool. C'est pas des parteux où ça me saoule de les voir ou c'est juste un logo. C'est des gens avec qui je m'entends vraiment bien et ça c'est hyper précieux. J'ai beaucoup de chance d'avoir ça, c'est trop cool. Si on revient sur le budget, donc 200 000 euros, t'as une dizaine de partenaires? 8 à peu près, ouais. 7-8 pour les années. Donc c'est quand même, on va dire 20 000 euros, 25 000 euros chacun. Non, je compte mal en fait du coup. C'est 30 000 le ticket. Donc, Non, ouais, c'est moi qui 7, compte 7, mal. non mais 7, c'est ça. 7, ça fait 210, on a eu à 6, non en fait c'est plutôt 6 ou 7 partenaires. 6 ou 7 partenaires pour les convaincre de mettre 30 000 euros dans Ouais. ton documentaire. Qu'est-ce que tu présentes? T'as vu, tu présentes un espèce de deck. Ouais. Qu'est-ce que tu mets dedans et qu'est-ce que tu vends finalement? Bah dans mon deck, en fait, j'en dis assez peu sur le sujet de l'année. Je peux me le permettre aujourd'hui parce que comme il y a plein de productions différentes précédentes, ils arrivent bien à se projeter sur ce à quoi ça va ressembler. Donc on parle du fond évidemment, mais c'est surtout après un deck dans lequel je présente ce qu'ils vont avoir en échange, tu vois, du budget et ce qu'on va faire ensemble et le programme de l'année. C'est plus ça en fait que raconte la présentation. Finalement, tu vends pas vraiment le documentaire. Tu vends on va faire des conférences, Ouais, en fait, le documentaire, c'est le point d'orgue de l'année. Ça arrive à la fin du partenariat où on va le diffuser ensemble. Évidemment, il y aura l'avant-première, on aura des projections chez eux, tu vois, bien sûr. Mais tout au long de l'année, on va avoir animé sur le sujet d'exploration de l'année plein d'événements, plein de contenus. Et donc, c'est ça qui les intéresse aussi, au moins en tant que documentaire, tu vois. Ok. Et tu vends, est-ce que tu vends par exemple aussi de la visibilité sur LinkedIn? Tu vends un nombre de posts, en tu veux, t'écris concrètement? Non, non. Enfin, il y a un volet communication où en gros, sur toutes les communications de WIP qui sont mentionnées, moi dans mes posts de temps en temps sur des gros posts, tu vois, pas sur tous, mais ouais. Mais je vends pas un nombre de posts, un nombre de vues, un nombre de likes, parce que encore une fois, c'est plutôt des grands groupes et
je doute que la stratégie commerciale du Crédit Agricole repose, ou la stratégie de marque employeur repose sur moi, si tu veux. Par contre, l'animation interne, ouais, clairement, oui, je peux avoir de l'effet, tu vois, en interne. Alors que sur la communication, je pense que c'est pas ça qui t'intéresse. Et même, j'ai eu des partenaires dans d'autres secteurs, plutôt dans le luxe, qui précédemment m'ont dit, nous, on est trop intéressés par toute la matière. Par contre, on veut surtout pas apparaître aux côtés des autres logos. Donc, ne mettez même pas notre logo. Par contre, on est partant pour être dedans, quoi. Donc, Ok, on a fait donc ça. ce que je pense, c'est vraiment l'animation interne, les Ouais. échanges avec les gens. Et... C'est vraiment ça qui a du sens. Ok, super intéressant. Tu vois, j'aurais pas imaginé. Et quel est leur intérêt à ne pas apparaître Ah bah, alors, les maisons de luxe, tu sais, l'image de marque est très liée au produit, donc c'est un peu différent. Ce qui les intéresse, c'est plutôt le contenu en interne et un peu la flemme de mettre leur logo à côté d'autres logos des boîtes pas forcément du même secteur, tu vois, je sais pas. Moi, je vois pas trop l'intérêt, mais Ok. c'est leur tambouiller, eux, quoi. Ah oui, clairement. Sur les entreprises que tu vas chercher, est-ce que tu vas également chercher les diffuseurs ou pas? Déjà à ce moment-là, tu vois, sur le financement, tu as une partie entreprise. Non. Non, c'est une partie que j'ai laissé tomber. Et qui me saoule. l'instant. Non, mais clairement, il faudrait que je le fasse. Et j'aimerais être diffusé sur beaucoup plus grand public. Donc, si je veux le faire vraiment, il faut que je me donne les moyens de l'ambition, ce que je ne fais pas du tout jusqu'à présent, où je me repose sur un distributeur, du coup, qui s'appelait, alors pour les 5 premiers documentaires, et c'est pas le cas pour le dernier là, mais pour les 5 premiers, il s'appelle TVF, qui est mon distributeur, qui lui ensuite le diffuse dans le monde entier, sur plein de plateformes, plein de chaînes locales, et me permet de toucher des marchés que je toucherai jamais, tu vois. Ok, on va y revenir sur cette partie diffuseur, mais du coup, pour l'instant, donc partie écriture, partie financement, tu t'attaques que aux entreprises. Est-ce que tu t'intéresses à des aides publiques? Non. Du coup, je n'ai jamais perçu d'argent de la part du CNC ou de la part, tu sais, les régions donnent de l'argent quand on tourne chez elles, quand on fait du montage chez elles aussi parfois. Bon, ça, j'ai pas touché d'argent là-dessus parce que, en fait, j'avais commencé à regarder, je me suis dit, oh, c'est beaucoup de papier, j'ai tellement la flemme de faire autant de paperasse. Mais je pourrais y remettre parce que maintenant que Claude est mon ami, je pourrais potentiellement remplir toute cette paperasse affreuse avec avec des IA. Pourquoi pas en vrai? Tu penses que tu peux remplir ça avec Club? Ouais, je pense que Claude, il est très bon pour faire du bullshit, faire de la paperasse, et que c'est un peu ce qu'ils attendent de remplir des papiers et des dossiers. Euh, donc certainement que je pourrais y mettre un de ces quatre, mais ça, c'est un milieu assez fermé quand même, que j'avais commencé à essayer de pénétrer dans le premier documentaire, et après je me suis dit, oh, voilà, surtout pas en fait, flemme. J'en sais pas des gens avec qui j'ai envie de passer du temps. Ça me fait pas marrer en fait, moi, ce monde-là. Et du coup, je me suis plutôt mis avec des gens qui utilisaient réellement les documentaires, tu vois, les entreprises. Et donc, je me suis privé de tout ce financement qui est assez automatique, hein. Une fois que t'es rentré dedans, c'est réglé, hein. Tu finances tous tes films. Non, mais une fois que t'as ton compte automatique qui est activé, tu vois, auprès du CNC, d'une année à l'autre, tant que t'as ton diffuseur, en fait, l'argent, il tombe, hein. Ils renouvellent des budgets qui sont les mêmes d'une année à l'autre. Ils n'obtiennent les budgets que s'ils ont financé, à hauteur de ce qu'ils avaient comme budget l'année précédente. En fait, une fois que t'es lancé, quoi. Mais c'est juste le pas dans la porte qu'il faut faire, que j'ai eu la flemme de faire. Il faudrait que je fasse un jour. Ok. Super. Sur la partie financement, moi, je pense que c'est ok. Est-ce que toi, tu vois autre chose? Peut-être si, dans ton budget de 200 000 euros, toi, tu te payes dessus ou pas du tout? Ouais, un petit peu, mais très peu. Je me paye, c'est la variable d'ajustement, tu vois. En gros, j'essaie de mettre 30 000 euros de côté, mais c'est jamais 30 000, parce qu'il y a toujours il y a toujours des coûts en plus, tu vois, dessus qui viennent se rajouter. Mais en gros, moi, là où je gagne ma vie, c'est après. C'est qu'en fait, le budget, il part surtout majoritairement dans la production du film. Là où moi je gagne ma vie, c'est qu'une fois que le film est sorti, je suis sollicité pour aller faire des conférences et des projections dans les entreprises directement, donc pas forcément mes partenaires, d'autres boîtes. Et là, je me paye. Parce que là, en fait, c'est juste, j'ai pas de frais, tu vois. Je suis juste rémunéré pour venir diffuser et je suis payé. Ça, c'est cool. Ok, tu comptes plus sur cette partie écosystème finalement. Ouais, c'est vraiment ça, clairement. Super, bah c'est là où on va y venir. Ok. Où est-ce que tu diffuses tes documentaires? Tu peux parler de cinéma? Ouais, donc on fait à la sortie. Alors ça, c'est très cool. Ça fait 2 ans. Ouais. Alors ça, c'est très cool. Ça fait 2 ans que on diffuse les documentaires dans le cadre d'une tournée que j'organise avec l'APEC, avec la NDRH. Cette année avec Germe, parce que le sujet touche aussi sur le management.
Et donc on fait une tournée d'une 20aine de villes en France dans lesquelles eux louent des cinémas, ramènent leurs membres. Franchement, c'est trop bien. Il y a 200 personnes quasiment dans toutes les villes. Avant-hier, j'étais à Pau, il y avait 250 personnes, c'est ouf. Ouais. Je pensais pas que j'avais de l'audience dans 64 comme ça, c'est cool. Et en fait, je sais pas, j'ai beaucoup de chance parce que du coup toutes les salles sont pleines. Eux ils organisent cette tournée-là. Donc ça, c'est les diffs un peu publics parce qu'ils organisent ça, ils ramènent du monde eux aussi et c'est public. Après, ouais. Et ça, c'est financé du coup, ou c'est eux qui vont chercher les salles de cinéma? Est-ce que c'est toi qui t'en occupes? Non, Et je fais rien. toi, tu fais rien. Ils font C'est tout. l'APEC, c'est tes partenaires en fait qui Ouais. vont contacter les cinémas Ouais. et c'est eux qui louent. Ouais. Ça, c'est prévu dans ton budget. Non, c'est eux qui louent. Ok. C'est eux qui louent et qui l'offrent à leurs salariés. Alors en fait, ils animent des réseaux, c'est des associations et ils l'offrent à quelques-uns de leurs salariés et leur réseau, leurs partenaires, leurs invités à eux. Et ils cherchent à se faire connaître aussi par ce biais-là. Le documentaire, c'est une bonne façon de ramener du monde, donc ils se font découvrir aussi par ce biais-là et donc c'est pour ça qu'ils l'ouvrent au public. Donc, Ok. c'est pour ça que je dis projection publique. Après, il y a les projections privées dans le sens où c'est des demandes, des commandes d'entreprises directement, tu vois. Donc, tu vois, je vais aller chez Safran, je vais aller chez Thales. Pourquoi je te parle de guerre que... Mais non, mais tu vois, je vais chez Système U aussi. Je vais dans des banques, dans des assurances. Je vais dans plein de boîtes de secteurs très variés pour diffuser mes films. Et là, je suis rémunéré. Ok. Et ça, c'est toi qui vas les démarcher ou c'est eux qui viennent te chercher? C'est eux qui viennent. L'avantage du documentaire, c'est que ça agit comme un petit commercial. C'est qu'en fait, t'as des images qui sont en ligne, t'as des extraits, les gens ils regardent, ils ont envie. Moi, j'écris énormément sur LinkedIn, j'ai ma newsletter aussi. Donc, j'ai que ce qu'on appelle de l'inbound, où en gros, c'est que des demandes entrantes, grâce à ces contenus que je crée. Le Graal en vrai. C'est très cool. Bah ouais, c'est un choix, je crois. Il y a des gens qui aiment pas trop créer des contenus, qui préfèrent prospecter. Moi, je suis plus dans la vibe de créer des assets long terme, donc l'écriture. Oui, complètement. On a parlé aussi des diffuseurs que peut-être tu aimerais aller sur Netflix ou sur Canal. J'adorerais Netflix, Canal. Qu'est-ce que vous attendez? Les documentaires sont prêts. C'est maintenant. Il me semble que le premier, t'as fallu diffuser sur Netflix. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Et Ouais. pourquoi ça s'est pas fait? Bah et ouais, je sais pas à quel point on était proche de le diffuser, mais en tout cas c'est le premier film dans lequel les discussions ont été les plus abouties. Clairement, on est en 2020, Ouais. du coup pendant la crise Covid, et il y a plus grand chose qui tourne. Ce sujet du futur du travail qui était très très niche devient mainstream, et nous on arrive fin 2020, 2021 avec un doc qui est prêt sur le sujet. Et j'avais échangé avec une personne qui était responsable de l'acquisition des documentaires France chez Netflix, qui était intéressé, qui m'avait dit ok, bah on avait fait genre je pense 3 ou 4 calls au total, et sur toutes les étapes, tu vois. Voilà le pitch, voilà ce qu'on veut faire, ça vous intéresse? Oui, ça nous intéresse. Reviens nous voir quand t'as un trailer. Voilà le trailer, ça vous intéresse? Oui, ça nous intéresse. Envoie-nous le screener. Et c'est là où ça s'est arrêté, c'est que cette personne-là elle est partie parce qu'elle a eu de plus grosses responsabilités toujours au sein de Netflix ailleurs. Et elle a été remplacée par une autre personne qui elle a pas accroché, adhéré et a tout de suite balayé en disant non, ça vous intéresse pas, tu vois. Et donc ça c'était assez frustrant, Complètement. assez décevant parce que je me suis dit au début waouh trop bien, en fait trop facile de biffer sur Netflix. Et en fait non, pas si facile que ça. Et depuis on échange chaque année avec eux et chaque année ils disent non, c'est pas ce qu'on recherche comme film. Quand tu dis que tu échanges chaque année avec eux, c'est un contact que Ouais. tu contactes sur LinkedIn. Cette même personne par mail, tu vois, avec qui j'ai échangé et qui me dit non, c'est pas ce qu'on recherche comme documentaire, tu vois. Et ce que j'ai compris, ils cherchent plutôt des histoires incarnées, un peu plus fortes, tu vois, avec une personne connue qui va peut-être l'idée, qui va emmener sous forme de quête exploratoire ou autre, mais en tout cas un personnage fort qui va représenter plus qu'un sujet de fond traité vraiment au fait nous. Et je sais pas ce qu'ils recherchent. Mais je reste quand même convaincu que ça marcherait bien sur une plateforme comme Netflix. En fait, ce genre de contenu, t'as pas que envie d'être entertain. Et Netflix, ils arrivent à avoir des trucs. Moi, je mate des documentaires, tu vois, qui sont intéressants sur Netflix où j'apprends plein de trucs. Ouais. Et ce sujet du travail, il touche tout le monde en fait. Et ils ont pas grand-chose dans la catégorie travail, tu vois. Canal un tout petit peu plus. Ça pourrait être cool. Arte énormément. Arte, ils ont des excellents contenus, des excellents documentaires sur le travail. Pour l'instant, t'as pas. Non. Et j'aimerais bien un jour. C'est la suite, c'est ce qui nous manque, tu vois. Je pense que vraiment Work in Progress aujourd'hui est parfaitement identifié au sein des écoles, au sein des entreprises. Il y a pas trop de difficultés. Enfin, il y avait beaucoup plus que de demandes que ce que je peux absorber tout seul. Ce qui manque, c'est vraiment le côté grand public. Et ça viendra peut-être un jour. Ouais, ça se diffuse, ça se diffuse. En parlant de diffuser, le diffuseur, je l'ai dit tout à l'heure,
c'est le TVF, Distributeur, pardon. TVF, ouais. CVF. Ça, c'est des personnes également que toi, t'as été chercher, ou c'est eux qui sont venus te chercher pour te dire, on aime tes docs, on aimerait les diffuser? Je sais plus comment on s'est rencontrés. Oui, Si, je sais. C'est parce qu'à l'époque, il y a une plateforme qui s'appelait Spicy, qui était une plateforme que de documentaires. Ils n'existent plus? Je sais plus, je crois pas. Non. Ok. Je crois qu'ils ont fusionné, je sais pas quoi. Maintenant, c'est le catalogue, enfin, mon catalogue, en tout cas, de films qui était sur Spicy, il est sur Society Plus. Ok. Qui est la plateforme de Society Magazine, qui est très bien d'ailleurs. Il y a plein de très bons documentaires dessus, je vous recommande. Et je crois que c'est une fille qui travaillait là-bas à l'époque, avec qui je parlais, du coup, pour Spicy, qui m'a dit, si tu cherches un distrib, il y en a un super, va chez TVF. Du coup, j'ai bossé avec eux. Et pendant les 5 premiers documentaires. T'as bossé avec eux, ça veut dire quoi? Tu leur envoies un message et tu leur dis, j'aimerais diffuser mon documentaire. Vous en discutez. Comment ça se passe, en fait, la distribution du documentaire? Je sais que c'est toi qui as les droits de ton documentaire. Ouais. Est-ce que quand tu travailles avec un distributeur, il acquiert des droits? Ouais. Comment ça se passe un petit peu, cette C'est exactement ça. En fait, un distrib, il va acheter le droit d'exploitation de ton documentaire, pour une certaine durée, pour certaines régions. Donc, tu négocies sur les territoires, tu négocies sur la durée, tu négocies sur l'exclusivité ou la non-exclusivité. Tu négocies le type de droit. Est-ce que c'est que du linéaire? Est-ce que c'est aussi du plateforme? Est-ce que c'est du on-demand? Est-ce que c'est du pay-per-view? Est-ce que il y a plein de possibilités. Et c'est très relou. Et c'est des contrats ensuite. Et donc après, tu bosses avec eux et eux ensuite sont comme ils ont les droits, sont capables d'aller vendre ces droits-là à différents diffuseurs, du coup. Donc des chaînes, des plateformes, à droite à gauche. C'est comme ça que mon film, il s'est retrouvé en Belgique sur RTBF, en Espagne sur RTVE, NHK au Japon, on a fait Al Jazeera au Moyen-Orient, et plein d'autres trucs. Parce qu'eux vont le redécouper, le re-sous-titrer, et ils vont faire tout ce qu'ils veulent ensuite avec. Et moi, je leur donne les droits pour faire ça. Donc, on a fait ça sur les 5 premiers documentaires avec eux. Et ça m'a permis clairement de toucher des marchés que j'aurais jamais pu toucher. Ouais, ça ouvre finalement ton film à l'international, plus. Et d'ailleurs, la volonté, je sais que dans tes documentaires, tu avais la volonté de garder ce côté international, d'aller interroger des entreprises qui ne sont pas forcément ni francophones ni françaises. Ouais. Est-ce que ça, c'était une volonté dans la distribution, c'est une volonté dans la richesse des documentaires? Oui, je sais pas, c'est qu'en fait, je pense que c'est plein de choses. Moi, déjà, j'ai toujours été nourri de sources anglophones. Je ne consomme pas que des sources françaises et donc ça me paraît naturel de consommer ces sources-là internationales. Et donc aussi, forcément, quand je veux interviewer des gens intéressants, ils sont pas que en France, donc j'ai envie d'aller y aller. Naturellement, ça fait un doc international. Je trouve que c'est intéressant de rapporter des bonnes pratiques que les gens connaissent pas aussi en France depuis l'étranger. Donc il y a ce côté-là, ce fil rouge. On va voir des bonnes pratiques à l'international, on les ramène en France, on en discute. Et puis je pense que en fait ces réflexions-là elles sont universelles, donc ça serait tellement con de me limiter en me disant que c'est juste en France. Je trouve ça bête. Et surtout, ça m'empêche pas de le diffuser en France auprès d'un public très franco-français, parce qu'il y a quelques gens qui parlent anglais et on sous-titre, tu vois. Ça passe. Oui, clairement. Et quand tu offres la possibilité à ton distributeur de l'envoyer là où il souhaite, est-ce que quand tu as un droit de regard sur les chaînes sur lesquelles le vont être diffusé? C'est une bonne question. Ils me contactent pas. Ils me contactent sur certains. Je sais pas trop pourquoi. Alors peut-être c'est des gens, ils sont répétés polémiques potentiellement. Tu vois, ils me posent la question. Peut-être tu connais rien, c'est super. Moi je dis go. Enfin, je sais pas. Normalement ils me contactent pas et ils vendent et ils me disent à la fin on a vendu un tel. Il y a quelques trucs où on m'a contacté, tu vois, pour me demander est-ce que ça te va être dans les avions par exemple. Ouais, go, chaud. Et après du coup j'ai des partenaires typiquement qui m'ont écrit, ils me disent je suis en vacances en Corée, et j'ai vu le film dans l'avion. C'est une dinguerie. C'est folie. Les fous. Et est-ce que, typiquement la Corée, est-ce qu'ils cut des... Bon, t'es quand même sur les corpos. J'ai envie de dire, chaque pays a sa manière de voir les choses. Et notamment, je sais que moi, quand je regarde des films dans l'avion, il y a des parties des fois qui sont coupées ou pas traduites de la bonne manière. Ouais. Parce que je sais que c'est contraire au pays. Là, alors je sais pas si c'est tellement en fonction du pays, mais il y a des diffuseurs qui ont des requêtes de timing. Tu vois, par exemple, je sais que mon doc sur l'IA, nous, il fait 1h02. Et là qui voulaient un 52. Bon ils se sont amusés ils ont découpé le truc, je sais pas comment ils ont fait, tu vois. Moi j'ai jamais regardé la version de 52 minutes, je m'en fous, elle m'intéresse pas. Mais je sais qu'il y a des docs qui sont plus courts que ce qu'ils le sont en réalité dans certains pays parce que des diffuseurs qui voulaient un truc plus court. Ah c'est marrant ça. Ouais.
T'as jamais eu la curiosité? Moi, j'aurais trop envie de savoir quelle est la partie qu'ils ont coupée, tu vois, quelle est la partie. Franchement, je m'en fous parce que pour moi, ils font n'importe quoi. En fait, pour moi, ça n'a pas de sens, tu vois. Le fonctionnement actuel des linéaires, où ils ont leur case de on veut un 52, on veut un 2x30, ou je sais pas quoi. Ça n'existe plus. Enfin, on n'est pas dans ce monde-là. On est dans un monde aujourd'hui où on s'en fout complètement de la durée. Il faut que, pour moi, un doc, il doit, nous, les documentaires, on se fixe aucune durée. C'est-à-dire que il est prêt quand il est prêt. Il peut faire 1h15, il peut faire 45 minutes. Ça, celui de l'année des précédentes, il en fait 47. J'étais persuadé que ça serait une plus longue de tous parce que ce sujet est hyper complexe. Et j'étais persuadé qu'il allait faire 1h20, 1h30 potentiellement. Et je m'étais préparé à ça en même temps, il va être plus long. Et en fait, il en fait 45, 47. C'est ouf. Et parce que nous, on se dit, quand il est prêt, c'est comme ça, tu vois. On pense que là, il est prêt, il est sous sa meilleure forme de cette façon-là. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, tu vois, c'est plus difficile de rentrer sur des diffusions classiques parce qu'ils veulent que tu annonces un truc et tu fasses un truc en spécifique. Et moi, j'aime bien me dire qu'on est, on est très libre, en fait, dans la façon de le faire. Et donc, ceux qui ont découpé mon documentaire en IA en 52 minutes, qui ont dégagé 13 minutes de mon film, 11 minutes, je suis en mode, non, c'est sûr qu'il est raté. Enfin, il manque des trucs essentiels. Je vous garantis qu'il y a rien qui est à enlever dans ce film-là pour avoir passé des heures sur le montage. Et ça, tu t'es justement dit, non, j'ai pas envie qu'il soit coupé parce que effectivement, on peut se regarder et se dire bon, bah c'est nul, il n'a pas abordé ça, tu vois, il manque. Ouais, non, je m'en fous parce que en fait, c'est mieux que rien, je me dis. Et dans un pays dans lequel j'aurais jamais été. Typiquement, je crois que c'est un pays asiatique, tu vois. Je sais plus quel c'était, mais jamais j'aurais diffusé là-bas. Et donc, je préfère qu'ils aient 50 minutes partiellement, tu vois. Mais c'est ok. Et que rien du tout. Est-ce que ça te rapporte de l'argent, la diffusion? Non, très peu. J'avais quasiment rien, justement. Parce que c'est des gens qui bossent plutôt à l'ancienne, qui envoient des disques durs par FedEx. C'est des gens qui prennent des gros cuts. Contractuellement, je peux pas rentrer dans les chiffres, dans les détails, mais en gros, et c'est ce qui m'a poussé à ne pas travailler forcément avec un distributeur cette année. Ou en tout cas, je suis en train d'en chercher un avec un deal plus fair. Peut-être qu'il est capable de générer moins de coûts dans la promotion des projets et prendre un cut qui va être plus raisonnable aussi, tu vois. Et je pense qu'ils sont bien conscients qu'ils se sont gavés sur mes films parce que là ils me font des contre-offres bien plus sympathiques, mais qui du coup me disent je m'avais niqué depuis des années en fait. Et c'est pour ça que je te dis c'est un milieu qui est relou en fait, parce que c'est un milieu où en gros si t'es outsider, et c'est comme tout, c'est tous les milieux en fait, hein, tu te fais avoir. Ne venant pas du monde du cinéma, toi tu finis par signer des trucs. Bon. C'est comme ça que t'apprends, et au bout d'un moment tu dis stop, flemme. Quand tu te rends compte que ça te prend plus de temps de faire un export avec tout ce qu'ils te demandent et que en fait à la fin t'en gagnes pas grand chose, ouais non ça n'a pas de sens. Et par contre l'avantage, et ça c'est très cool, c'est quand même que ça te permet d'aller sur des marchés que t'aurais jamais touché, ça c'est cool. Oui. Le distributeur, ça c'est pas ton métier, même si toi tu te chauffes et t'écris à tout le monde, allez au mieux tu vas vendre dans 5-6 pays, tu vois, tu vas arriver à vendre un peu, mais jamais j'aurais été vendre en Azerbaïdjan, au Paraguay, au Moyen-Orient, au Japon, impossible. Ah, c'est des réseaux de fous, en fait. Alors, j'imagine que c'est leur métier d'avoir justement ces rentrées à droite à gauche. Mais c'est vrai que... Et puis c'est fou de te dire que ce que t'as produit là, tout seul, avec ton équipe de 3 en France, arrive à quelqu'un à l'autre bout du monde qui va peut-être réfléchir. Est-ce qu'il y a des gens qui sont écrits? Ouais, carrément. J'ai des gens qui m'ont écrit du Paraguay, pour ça je te parle du Paraguay. J'ai des gens qui m'ont écrit du Canada, parce qu'on a été diffusé sur des grosses chaînes là-bas. Tu vois, je le sens parfois parce que j'ai des petites vagues par message sur LinkedIn. D'un coup, j'ai plein de Canadiens qui débarquent. Je vais recevoir un tableau qui me dit qu'ils ont vendu au Canada dans pas longtemps, tu vois. Ça, c'est cool, ouais. C'est génial, ouais. Sur les projections, on a parlé des projections publiques, mais plutôt donc organisées par les entreprises, des projections privées. Est-ce que toi, tu as un intérêt ou une volonté à un moment d'aller sur du cinéma, sur de la... Ouais, pourquoi pas. Mais je pense que ça viendra avec le grand public. En fait, c'est pareil, c'est que... Grand public, ouais. Okay. Je crois que je m'étais un peu intéressé, mais pas encore dans le détail, mais je crois que le cinéma ne devient intéressant que si t'es capable de faire beaucoup de volume, de remplir les salles. Donc il faut quelque chose de grand public. Je vois que ça commence à prendre, tu vois. Là, on fait que des salles de 200 personnes, elles sont toutes absolument complètes. Il y a des listes d'attente pour toutes les salles. Donc je pense que peut-être qu'à l'avenir on fera ça, hein. Mais c'est une grosse machine à mettre en route quand même, le cinéma, pas tout de suite. Est-ce que tu gagnes de l'argent sur ces projections ou c'est non, puisqu'il n'y a pas de billet. Enfin oui, mais c'est les entreprises qui viennent payer ta présence ou... Ouais, exactement. Il y a que 2 projections que j'organise moi-même, c'est Lyon et Paris.
Et donc là, c'est moi qui loue la salle, c'est moi qui vends les billets. Ça rembourse tout juste la location de la salle. Et c'est tout, c'est flat. Je gagne pas un centime. Ouais. Je mets la place exactement au prix de combien je loue la salle, quoi. Tu fais aussi des conférences? Ouais. Est-ce que tu te sers de tes documentaires en conférence? Je veux dire, 100%. tu montres des exemples, enfin des extraits? Ok. Complètement. Mes conférences sont construites avec des extraits issus de mes documentaires. D'ailleurs, je ne fais aucune conférence sans diffuser au moins un extrait de mes films. Ah, génial. Il faudrait que j'aille voir ça, je suis trop curieuse. Elles sont trop bien, les conférences. J'adore. Elles sont trop bien, les conférences. Venez voir mes conférences. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est quoi, Je les adore. Est-ce que t'en as plusieurs? Bah, en fait, c'est des conférences qui sont issues des documentaires. Donc, tu vois, là, j'en ai sur le management, j'en ai sur les compétences, j'en ai sur l'impact de l'IA sur le travail. Vraiment, la conférence est construite en fil rouge du documentaire. C'est juste que dans la conférence, je vais raconter plein de choses qui sont pas dites dans le film, plein d'observations de boîtes que j'ai pas filmées, mais que je trouve aussi fascinantes par ailleurs. Mais c'est assez cool. Moi, j'aime beaucoup parce qu'en fait, tu vas dans d'autres sujets que ce qu'il y a abordé dans le film, tu prends d'autres détours. Ouais. C'est très interactif aussi, mes conférences. Je fais beaucoup réagir la salle. C'est beaucoup de questions-réponses. Moi, je m'éclate sur les conférences. J'adore. Et là, encore une fois, c'est les entreprises qui viennent te chercher. Ouais, c'est que ça. Et est-ce que tu saurais nous dire une fourchette de combien on peut être payé en tant que conférencier? Moi, je les vends entre 4000 et 7000, la conférence. Qui dure? L'intervention. La durée, ça dépend, hein. Ça peut être une demi-heure, comme ça peut être 2h30. Je facture pas, enfin, en fait, le prix est le même pour moi. C'est pas la durée. C'est ce qu'il faut personnaliser. Enfin, le prix va varier sur est-ce qu'il faut personnaliser, est-ce que c'est loin et j'ai pas envie d'y aller, ou est-ce que c'est à côté, tu vois, est-ce que ça m'arrange sur la date ou pas. C'est plus ça qui va être facteur du prix. La durée ne l'est pas, parce que, en fait, quoi qu'il, ça me prend la demi-journée. Peu importe où c'est, ça prend une journée, souvent il y a un déplacement, ça prend la journée, voilà. Et en fonction de la taille de l'entreprise aussi, j'imagine? Et tu varies ton prix Ouais, pas tellement, non. C'est pas tellement la taille de la boîte. Ok. Non, ça va pas jouer. Et c'est pas tellement la taille de la boîte, ni la taille de l'audience, parce que j'interviens pour des comex, tu vois, sur lesquels parfois le prix est élevé, et ils sont que 10, tu vois, et parfois c'est des salles de 300 ou 600, et c'est le même prix. Non, c'est pas tellement ça. Et par contre, ce que j'ai mis en place là, depuis peu, qui est très intéressant, c'est qu'en fait, du coup, j'en ai trop des conférences. Je peux plus en faire autant. Enfin, j'ai plus envie d'en faire autant. En fait, j'adore, mais je veux pas en faire en déplacement aux quatre coins de la France tout le temps. C'est un peu fatigant. Ça fait quelques années que je me déplace beaucoup. Et donc là, j'ai envie, je vais continuer à en faire plein, évidemment, mais j'atteins une limite, tu vois. Et j'ai plein de demandes, j'ai envie de satisfaire ces demandes-là, quand même. Donc là, j'ai créé un kit de diffusion pour que les gens puissent avoir accès à un kit promo, donc le trailer, l'affiche, des photos, du contenu, le documentaire en tant que tel, et ensuite un guide pour animer des débats sans que moi je sois là, avec concrètement une presse interactive déjà faite, et ou une quinzaine de questions à côté si vous voulez faire votre propre presse à votre sauce, comme vous voulez. Et au moins, comme ça, les gens peuvent complètement diffuser le documentaire sans que moi je sois là. C'est un relais, et ça, pour le coup, c'est vraiment en fonction de la taille de la boîte. Alors, pas la taille de la boîte, mais la taille de l'audience. T'as trois prix, c'est soit moins de 50 personnes, soit entre 50 et 200, soit au-dessus de 200. Et le prix s'adapte. Et là, t'es entre 400 euros les droits pour 50 personnes, et ça monte à 1000, je crois, pour plus que 200 personnes, tu vois. C'est très fair, c'est adapté à la taille de la boîte, et ça marche bien pour le coup. Ouais, et ça permet quand même d'avoir la partie animation, débat derrière, sans Ouais. que toi, tu aies besoin de l'incarner, parce que moi, Exactement. j'imagine que déjà rien qu'à voir ta tournée, là, Ouais. les Îles-de-France, je me dis, mais t'es combien de jours chez toi dans l'année? Oula, bah, très peu. Je pense, à l'année, j'en sais rien, mais je suis chez moi une semaine par mois max, tu vois. Ouais, c'est énorme. J'ai vraiment l'impression que t'es à chaque fois, Ouais, je tout le temps. je suis tes posts LinkedIn, je Il suis est les où actualités, je me dis, ah oui. Tu sais que ma grand-mère, quand je l'appelle, la première question, c'est pas salut Sam, ça va, c'est Sam, t'es où? C'est tout le temps ça. C'est excellent, tu m'étonnes. Sur les différents formats, t'as des conférences, on a parlé des bandes dessinées, etc. Comment tu te lances? Tu m'as dit que c'était au fur et à mesure des rencontres, mais typiquement le Comedy Club, est-ce que tu te dis, ouais, j'ai envie de faire ça? Il me semble que tu fais ça avec un pote en plus. Ouais, carrément, qui a le même prénom que ton frère. Joli prénom. En fait, Comedy Club, hasard de dingue, hasard de dingue, mais non! Non, mais c'est ouf, en fait, tous mes projets, c'est que des gens avec qui je m'entends bien, qui sont des potes, et donc, le Victor, c'était un mec avec qui j'étais en école de management, on était à Grenoble ensemble, on s'est perdu de vue, il a fait sa vie, il bossait chez M6, on s'est recontacté parce que justement, il était chez M6 en achat des droits de doc, donc je lui avais écrit
pour avoir des conseils sur comment tu faisais pour un doc. On a reparlé un peu à ce moment-là. Et puis, il y a 3 ans, je vais pour la première fois dans un comedy club à Paris. Et je trouve ça trop stylé, trop cool. Et en fait, je me dis, il faut en faire un sur le travail. Donc, j'appelle Victor. Il me dit, mais tu sais, mec, moi, j'ai des textes sur le travail. Et puis, en fait, j'ai plein de potes humoristes qui en ont aussi. Donc, on prend un café et on se dit, let's go, on va faire ça. Et on a monté un comedy club sur le travail. On a fait 2 saisons et on aura une 3e, évidemment. On a monté un comedy club sur le travail. Là, tu me résumes. J'ai l'impression que pour moi, ça me paraît géant. Là, tu fais quoi? Tu te dis, OK, on fait ça. À partir du moment où vous avez pris la décision, tu vas contacter des comedy clubs, tu vas trouver des comédiens, tu vas trouver des financements. Encore, tu recontactes tes entreprises. Ouais, il y a plein de choses qui se font en parallèle. Donc, Victor, lui, il est dans ce cercle où il joue avec plein d'humoristes. Donc, lui, concrètement, c'est lui qui va voir les humoristes et qui me parle, tu vois, on se fait une petite liste d'humoristes qu'on aimerait avoir. Il va leur dire, OK, on fait un plateau sur le Comedy Club, sur le travail, est-ce que vous êtes chaud? Eux disent oui, donc on commence à caler des dates. En parallèle, moi, le concept, c'est rire du travail après le travail dans des lieux de travail. Donc, je contacte des espaces de coworking pour trouver des salles et trouver des lieux où ils sont chauds de nous accueillir. On les paye, évidemment, ces salles. Et donc, on fait ça dans des espaces de coworking, c'est assez cool. Donc, je démarche ça, moi. Et en parallèle, je vais... pareil, c'est un truc qui rapporte pas d'argent. Comme tu payes même le premier, j'ai perdu de l'argent sur le premier Comedy Club. Deuxième, là, je suis à l'équilibre sur la deuxième saison. Donc, on vend des billets, mais ça paye pas. Donc, je vais trouver des partenaires. Donc, on avait des partenaires qui étaient sur Comedy Club aussi, qui, eux, invitent, on des places, tu vas attribuer, on de la visibilité. Pour le coup, là, c'est de la visibilité. C'est moins des grands groupes, c'est plus des boîtes qui cherchent à être connus auprès de RH, de gens qui s'intéressent au travail. Donc, ça, c'est cool. Et on ramène du monde comme ça. Et ensuite, je vends des billets pour le Comedy Club. Et on a vendu beaucoup de billets, ouais. Et donc, on a fait un Comedy Club comme ça, avec une première saison qui était géniale. On avait fait 700 billets. Et la deuxième saison, on va en faire 2000. On a fait plein de villes. On a fait Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Paris, plein à Paris. Et là, on rajoute une dernière date à Rennes en juin. C'est énorme. Et j'adore. Moi, je m'amuse trop. Hein. Les humoristes, ils sont trop rigolos. Mon pote Victor, il est trop marrant. J'ai vu progresser. C'est des soirées dans lesquelles, tu vois, dans mes documentaires, on raconte surtout des trucs très positifs sur le travail. Alors que là, sur le Comedy Club, on dénonce plutôt les absurdités du travail. Donc, c'est aussi le pendant de ce que je fais ailleurs. Et je trouve ça hyper cool. Franchement, c'était trop bien. On s'est régalé. C'est fou. À t'écouter, là, on arrive sur la fin de l'entretien, mais à t'écouter, tout est très simple. C'est terrible. Et moi, ce que je retiens, c'est aller vers les gens, ne pas hésiter à contacter plein de personnes. Ouais. Et aussi, ta plus grande force, j'ai l'impression, dans tout cet écosystème, c'est d'avoir le sujet qui touche beaucoup d'entreprises, je pense. Et surtout, ta force de faire du réseau, d'aller chercher les partenaires qui organisent avec toi en vérité. Ouais. Est-ce que tu dirais autre chose? Je dirais ça. Non, je corrigerais un truc. Je dirais que c'est pas simple. Mais ce qui donne l'impression de simplicité, et c'est que je m'amuse vraiment. C'est-à-dire que je me régale, moi, je m'amuse. Et en fait, et je dis c'est pas simple, c'est que c'est énormément de travail, tu vois. C'est des heures de travail. Je suis jamais chez moi, je suis tout le temps en déplacement. Je travaille, ça dépend des semaines, c'est très inégal. Parfois c'est des semaines de 20 heures, parfois c'est des semaines de 70 heures. Mais tu vois, quand on est en tournage ou parfois des projections, des tournées, alors c'est des réveils à 7 heures, je me couche à 2-3 heures du mat, parce que j'aime aussi, c'est pas que ça, hein, mais en gros, c'est que c'est énormément de travail, tu vois, c'est pas simple. Et tu te prends des portes, et puis il y a des galères, quand tu fais la prod, tu connais, c'est la logistique, il y a plein de problèmes tout le temps. Mais comme j'aime fondamentalement ce que je fais, tu vois, sous tous les aspects, le montage, l'organisation, les tournages, les comptes, tout ça. En fait, t'as pas l'impression de travailler, donc c'est pour ça que ça a l'air simple. Mais il faut être à l'aise avec l'idée d'avoir une énorme capacité de travail. Je pense. Et après, effectivement, quand tu t'amuses, je pense que t'attires à toi aussi des gens qui n'en sont dans cette vibe-là. Et donc, tu noues un réseau de gens, de partenaires, de clients qui sont trop sympas. Moi, j'adore mes clients. C'est trop sympa, mes clients. Et tu sais, parfois, j'avais des... Tu sais, j'ai une fille c'était Apo, l'organisatrice, qui me dit, tu sais, j'arrivais genre 15 minutes avant le début de la projection. Et il y avait 250 personnes. Mais c'était comme ça, genre c'était la logistique qui voulait ça. Elle me dit, en tout cas, t'es vachement fort pour faire semblant de pas être stressé et du coup de nous rassurer nous aussi. Et j'étais en mode, mais c'est parce que je suis vraiment pas stressé, si tu veux. Et je fais pas semblant. Et en fait,
je pense que c'est communicatif. Et alors, elle est hyper sympa. Mais ça m'est arrivé d'avoir des clients qui, par moment, tu vois, sont très stressés parce que c'est leur événement de l'année. Et donc, ils ont beaucoup de pression, donc ils veulent que le conférencier soit là 2 heures avant. Et ils veulent faire 3-4 calls de calage et tout. Et donc, ils sont un peu relous, tu vois. Et il y a un peu de gestion, de les mettre à l'aise, leur dire, ne vous inquiétez pas, les amis, j'en fais 80 par an, c'est très rodé, je serai là à l'heure, tout va fonctionner, vous inquiétez pas. Et le fait est, c'est qu'en 7 ans, tout a fonctionné, tu vois, il y a pas de problème. Et donc, tu les rassures, et c'est des gens qui sont assez stressés, et tu vois, peut-être un peu corpo, pas forcément très marrant, quand t'es à distance, t'es pas encore vu en vrai, c'est dur de créer cette relation. Tu peux être très good vibe en visio, mais ça marche pas de la même façon. Ouais. Et donc, je crée un peu cette atmosphère-là. Et par contre, il y en a où j'y vais en me disant, putain, ils ont pas l'air très marrants, on va pas trop s'amuser aujourd'hui, et en fait, à la fin, ils sont en mode, c'était trop bien, on a trop kiffé, et moi-même, j'ai trop kiffé sur scène, et tu te rends compte qu'en fait, c'est des gens trop sympas. C'est juste qu'ils étaient sous pression. Et moi, ce que j'adore, c'est quand tu débarques en disant, putain, c'est des gens pas marrants, sérieux, stressés, sous pression. Et à la fin, ils commencent à se lâcher, à être à l'aise. Et là, je me dis, mais c'est trop bien, tu vois, t'as égayé la journée de ces gens-là, au-delà d'avoir fait le job, quoi. C'est trop cool. T'as tout gagné. Ouais. Est-ce que t'as un conseil à donner, ou plusieurs conseils, à des personnes qui voudraient faire comme toi? Trouvez le sujet qui vous éclate. Trouver le format qui vous éclate. Moi, c'est documentaire, c'est un hasard, mais ça peut être d'autres trucs, hein. Il y en a qui peuvent se lancer sur du YouTube, tu vois. Moi, j'aime beaucoup l'écriture. C'est pour ça que j'ai jamais lâché la newsletter ou LinkedIn. J'adore écrire. Et trouver le format. Ça peut être du podcast, ça peut être un spectacle, ça peut être du chant, ça peut être de l'éloquence, ça peut être absolument ce que vous voulez. Trouvez le format qui vous éclate. Et après, go, quoi. Écrivez à plein de gens. Putain, on s'imagine que les gens sont trop occupés, qu'ils ont pas le temps. Et c'est vrai, ils ont pas le temps, mais si t'es malin et que t'arrives à avoir la bonne façon d'aborder, d'envoyer le message, tout, bah, je pense que ça le fait et c'est très cool. Et faut pas s'arrêter, tu vois. Moi, ma première Learning Expedition, j'ai envoyé 100 messages pour avoir 10 go, tu vois. Donc, c'est-à-dire que j'ai pris 90 portes. Si tu t'arrêtes à 90 portes, et moi, je m'en fous de prendre 90 portes, en fait. Ce que je retiens, c'est les 10 qui vont bien. J'ai une mémoire très sélective. Ça s'arrange, et t'as bien raison. Et c'est les 10 qui t'ont permis de Bien mettre sûr. le doc aujourd'hui. Ouais. Et je pense aussi, un autre conseil, c'est de pas se mettre trop la pression. Tu sais, on te dit, il faut trouver un métier passion, il faut trouver un truc. Et je pense que il y a très peu de gens. Moi, j'ai pas un métier passion. Enfin, moi, je m'éclate dans ce que je fais. Soyons clairs. Mais ma passion, c'est pas le management. Ma passion, c'est pas le documentaire. Ma passion, c'est le tennis, c'est la wing, c'est le ski, tu vois, c'est d'autres trucs. Par contre, je m'éclate là-dedans et je suis bon là-dedans, mais c'est des choses différentes, tu vois. Il faut pas forcément avoir envie de se dire, ok, moi, je suis passionné de chasse, de pêche ou de sport, je sais pas quoi, et donc je vais forcément faire un truc là-dedans, tu vois. Je pense qu'il faut pas forcément chercher un truc comme ça et pas trop se mettre la pression sur la projection d'une carrière non plus. Tu vois, se dire, ok, je fais ça parce que dans 5 ans et puis dans 10 ans, mais en fait, on n'en sait rien de ce qui va se passer, de ce que tu auras envie de faire, des rencontres que tu vas faire, des émotions que tu auras avec des personnes, qui fait que tu vas te lancer sur les trucs. Et donc, je pense que tu peux relier les fils et tracer une carrière que en regardant en arrière, tu vois, a posteriori. Mais avant, ça sert à rien de se projeter sur un truc trop linéaire, je vais faire comme ci, comme ça. Ça a pas de sens. Ouais. Ça, c'est des choses que j'admire beaucoup chez toi parce que moi, je pense que je suis plus dans la projection de j'ai besoin de savoir où je vais aller. Et toi, j'ai Bien l'impression que tu te dis, mais un comedy club, mais go! Et t'appelles les gens et tu leur dis, je veux monter un comedy club. Moi, si j'ai pas mon plan comedy club sur 3 ans, j'avoue que j'ai plus de mal à lancer les choses, mais finalement, c'est toi qui as la bonne solution. Je pense que c'est personnel, parce que j'ai aussi des potes qui fonctionnent par plan, tu vois. Alexis Minkela, qui paye ses impôts 4 ans en avance pour être sûr d'être à l'heure. Non, je rigole. Mais c'est pas vrai. Mais s'il pouvait, je pense qu'il le ferait. Mais tu vois, il fonctionne pour 90 jours. J'ai d'autres potes aussi qui sont... Toi, tu n'as aucun plan. J'ai 0 plan. Et je suis pas la moindre idée. Et ça énerve les gens, parce qu'ils me posent toujours la question, ah ouais, après tu vas faire quoi? Je sais pas, on verra. Laissez-moi déjà profiter de celui-là. Non, j'en sais rien, franchement. Donc, je te demande pas quel est ton futur format. J'en ai un qui va arriver, qui va être très cool, alors, on va refaire un comedy club. On va refaire un documentaire, on va faire plusieurs documentaires cette année. Là, je bosse sur l'agrégation de tous mes contenus pour les mettre à disposition de mes partenaires. Donc, c'est une forme de communauté beaucoup plus poussée, que j'ai déjà une communauté, mais je vais la pousser beaucoup plus. Et après, un nouveau format d'événement que j'ai jamais fait, que je vais faire en collab. Pareil, c'est au gré des rencontres, tu vois. Une meuf que j'ai croisée sur un événement, j'ai trouvé c'était trop stylé ce qu'elle montait, je lui ai écrit, on s'est dit on va faire un truc ensemble. Et ça n'a pas encore été annoncé, donc je raconte pas, mais ce sera un nouveau format qui arrivera en fin d'année 2026. Tu teases sans rien dire comme ça? Je tease sans rien dire comme ça. C'est l'événementiel, ça se passera à Paris et ça va être... Ça sort dans combien de temps?
décembre 2026. Ok. Voilà. De Ça va être l'événementiel. Ok. événementiel. Mais il y a un truc que j'ai jamais fait, tu vois. Et pareil, il y a tout à apprendre, à tout à découvrir. Et j'aime bien son univers, donc c'est cool. Mais c'est toujours le premier de rencontre, tu vois. Ouais. BD, Expo Photo, c'était avec les Bio des Réal, et puis Comedy Club, c'est avec mon pote Victor. Donc c'est cool. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te paraît important qu'on n'a pas abordé? Non, amusez-vous, quoi, éclatez-vous. En vrai, c'est peut-être le seul message de fin le plus puissant, le plus important. Passer des journées marrantes. C'est beau. Et est-ce qu'il y a une ressource que tu veux nous partager? Un documentaire qui t'a marqué, un livre, Ouais. quelque chose qui t'a aidé pour ce... J'ai 1000 références, il y a énormément de trucs, ça dépend sur quel sujet. Moi, si on parle du fond du sujet, si vous n'êtes pas dans le travail et vous voulez découvrir le travail, allez lire Laetitia Vito. Ça a été mon mentor, c'est mon ami aujourd'hui, c'est la vision plus géniale sur le travail avec des perspectives historiques, un regard de sociologue, des perspectives féministes. Elle est géniale, Laetitia Vito, allez-y à fond et commencez par son livre Du labeur à l'ouvrage. Les autres sont bien aussi, mais moins bien, je trouve. Le meilleur, c'est Du labeur à l'ouvrage. J'adore. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, sinon documentaire, moi j'aime bien plein de films, tu vois, j'avais adoré... Et après, ah si, tu vois, je vais te parler de Arthur Gosset. Il a fait un film qui s'appelle Rupture. Rupture, c'est un film sur les jeunes qui bifurquent, qui ont fait des belles écoles de management ou d'ingé et qui veulent pas travailler parce que ils se sentent investis d'une mission écologique. Et donc ils refusent ce pourquoi ils ont été préparés. Rien à voir. Lui, il filme lui-même. Il a pas 200 000 € de budget. C'est un budget tout petit. Et il fait des docs avec beaucoup d'émotions. La prod n'est pas la même. Elle a rien à voir, tu vois. Et je dis Arthur, mais maintenant, en fait, ils font ça à deux avec Hélène et sa copine et ils sont géniaux. Et eux, tu vois, c'est pas intéressant de faire un podcast avec eux parce que eux, ils ont une façon complètement différente de faire des documentaires de moi. Ils prennent beaucoup plus de temps. Il y a énormément d'émotions. Il y a beaucoup moins de budget. Et c'est excellent. Le résultat est génial à la fin aussi. Et tu vois, ça montre que tu peux faire des documentaires de 1000 façons différentes. Ouais. C'est plus je suis d'entretien et plus je le vois. Et c'est pour ça que je suis aussi contente de t'avoir. C'est la seule personne que je connais qui va aller chercher chez les entreprises. Et t'as plutôt le système, écosystème, justement, d'aller ouvrir ton sujet à plein de choses. Et le documentaire de création, effectivement, généralement, c'est plus long. C'est aller chercher des aides publiques. Tu peux changer de sujet à chaque fois. Et je trouve ça chouette de voir, en fait, tous les moyens de faire du documentaire. Et tout ce qu'on peut aborder, où ça peut emmener aussi. C'est-à-dire que tu peux avoir une position d'auteur et qui va changer de sujet, tu peux avoir une position de spécialiste du sujet, et ça, c'est super intéressant. Sur le doc que tu viens de conseiller, on peut le retrouver où? Arthur, je pense que sur Society Plus aussi. Donc abonnez-vous à Society Plus. C'est vrai. Parce qu'ils étaient sur Spicy, donc ils sont en Society, je pense, je suis quasiment sûr. Ok, je vais clairement aller voir, parce que de faire transmettre de l'émotion dans le documentaire, je pense que c'est un sacré défi. Ouais, c'est cool. C'est un sujet perso, tu vois. Il filme ses parents aussi, tu vois, sur l'enjeu écolo. C'est assez cool. Très chouette. Eh bien, écoute, moi, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que tu veux nous partager pour finir une anecdote? Ah, j'en ai plein. Je regarde combien de temps j'ai encore pour savoir l'anecdote que je te raconte. Ah, carrément. Il y a le temps d'anecdotes cool. Que te raconter? Il y en a des tonnes. Sur les tournages des documentaires. Ouais. On a fait un tournage il y a 4 ans maintenant, on était vraiment pendant le Covid. Et on a accès à une boîte de ouf, mais cette boîte, elle est aux États-Unis. Et en fait, c'était la période où, tu sais, il fallait se faire vacciner pour le Covid. Ouais. Et tu pouvais pas te faire vacciner en France si tu avais eu le Covid dans les 6 mois ou les 3 mois, je sais plus, un truc comme ça. Ouais, peut-être. Et donc, un des membres de l'équipe, on est que 3, hein, mais un des membres de l'équipe avait eu le Covid. Et on n'avait eu qu'une dose de vaccin. En France, avec une dose de vaccin plus le Covid que tu as eu, tu avais le pass vaccinal. Donc c'était OK, tu pouvais te déplacer. Dans le pays dans lequel on allait, les États-Unis, ça n'était pas le cas. Il fallait 2 doses de vaccin. Ils s'en foutaient que tu aies eu le Covid. Mais c'était pas possible de se faire vacciner en France parce que tu avais le Covid. Donc on était coincés, tu vois. Donc le gars ne devait pas aller aux États-Unis. Mais nous on s'est dit, on veut quand même aller aux États-Unis. Et donc on a quand même été aux États-Unis, sauf qu'il y a des contrôles de fou. Et en fait, on allait aux États-Unis en passant par le Canada. Donc déjà on passe une première douane Canada, après refrontière. Mais à chaque instant, si tu veux, mais c'était une folie. C'est-à-dire que à l'aéroport pour décoller, on avait photoshopé des trucs pour passer quand même.
On passe la première douane. Après, t'as un gars à l'aéroport qui repère qu'il y a un problème. Il vient chercher, caché comme ça. Parce que, je sais pas, ils ont repéré que, genre, c'était marqué, mais le scan, il marchait pas, tu vois. Il y avait un truc Bizarre, ouais. bizarre. On passe une frontière à l'aller, nickel. Retour, on repasse la frontière. Les deux, pour qui ça marchait bien, ça bip vert. Le gars, pour qui il y a pas, ça bip rouge. La personne te regarde, fait: vous avez bien fait les 2 vaccins? C'est pas juste un vaccin en plus? Ah oui, je sais pas pourquoi, madame. Et t'es en mode, mais oh là là, l'enfer, laisse-nous rentrer chez nous, on a l'air c'est long. Et là, tu vois, là, c'était chaud. Mais en même temps, avec du recul, je me dis, mais heureusement qu'on l'a fait. Qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois, avec le recul, de savoir ces histoires de doses ou de vaccins que t'avais fait, et des règles qui sont absurdes, tu vois, par moment, et j'ai aucun regret qu'on les fait. Mais tu vois, c'est ça aussi que ça permet d'être en petite équipe et d'être avec des gens qui sont des potes. Quand tu fais ça, c'est que un truc beaucoup plus cadré, beaucoup plus normé, on l'aurait pas fait, et les gens auraient pas été chauds. Et là, celui qui l'a fait, c'était sa décision personnelle, tu vois, aussi de se dire, je prends le risque d'aller aux US, mais qui me renvoie potentiellement parce que je peux pas rentrer en pays. Ouais, c'était assez marrant comme histoire. Je peux te dire, on a eu bien chaud et il était stressé jusqu'à ce qu'on se pose en France de nouveau et toi, merci de retour dans la maison, quoi. Parce que je pense que ça peut te valoir une interdiction de territoire dans la foulée. L'adrénaline à chaque passage de frontière, vous devez être Ouais, ça peut être ça. C'est trop bien. Ouais, la petite équipe, effectivement, ça, c'est un truc 3 pour faire tous les documentaires. C'est trop chouette. Et même, ça vous permet une certaine agilité. Et déjà, tu tiens dans une voiture ensemble. Donc, en fait, dans un déplacement, c'est plus simple. Ouais, tout est plus. Et Covid, ça, je t'ai raconté celle-là, tu vois, mais on a passé des frontières, aussi pour aller en Allemagne, pour aller en Espagne, vraiment pendant le Covid, pendant les confinements, où ils te disaient, la frontière est fermée, il y a plein de contrôle. En réalité, il n'y avait aucun contrôle. Je pense qu'ils disaient ça pour faire peur. On a passé toutes les frontières dans tous les sens avec tout notre matos. Les aéroports étaient vides, les trains étaient vides, les gares étaient vides, et on se déplaçait quand même. Ça, c'était assez cool. Et après, il y a mille autres histoires sur chaque tournage, tu vois, avec des speakers qui qui on a noué des liens avec certains, d'autres un petit peu moins. Mais peut-être rendez-vous à un prochain épisode. Clairement. C'est bien, c'est bien. Hein. Super. Et bien, merci beaucoup. Merci pour le temps. Merci pour tous les conseils et trop hâte de voir tous ces nouveaux formats et le futur documentaire. Ouais. Est-ce que tu veux m'utiliser le sujet carrément. Documentaire? Là, du coup, ayant vécu quelques projections, je me dis que la suite, ça va être de parler de reconnaissance et on va essayer de répondre à la question comment faire de la reconnaissance un levier de performance. Donc rendez-vous d'ici 1 an à peu près. Et moi, d'ici là, j'irai écouter tes podcasts parce que j'en ai écouté quelques-uns et j'ai trouvé ça très cool. Donc continue aussi le bon travail. Merci beaucoup. Merci. D'avril du coup. Bien informé. Merci d'avoir écouté Bien informé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, à m'envoyer un petit message, à le partager à d'autres créateurs de l'info. Parce que d'une part, ça me fait très plaisir, et d'autre part, ça m'aide beaucoup pour le développement du podcast. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.